Bienvenue sur le Front Secret, la chaîne où nous explorons les victoires qui n'ont jamais été célébrées et les armes qui n'ont jamais fait de bruit. La Seconde Guerre mondiale fut une guerre de machines, des panzers rugissants, des Spitfire dansant dans le ciel et des cuirassés fendant les flots. Mais si la machine la plus importante de toutes, celle qui a véritablement dicté le cours de la victoire, n'était pas une arme, et si c'était une machine cassée? Une machine que l'ennemi croyait infaillible, mais qui, dans le secret le plus absolu, avait été brisée par une armée de génies que personne n'a jamais vue. Aujourd'hui, nous n'allons pas sur un champ de bataille, nous allons dans une cabane en bois, dans la campagne anglaise. C'est l'histoire de la plus grande arme secrète des Alliés. Ce n'était pas un char, ce n'était pas une bombe, c'était un secret. L'histoire de la façon dont une machine à écrire, en apparence banale, est devenue un traître, et comment l'information tirée de cette machine cassée a sauvé des millions de vies et gagné la guerre. Si vous aimez les histoires d'espionnage, d'intelligence et de héros anonymes qui ont changé le monde avec leur cerveau plutôt qu'avec des balles, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous au Front Secret, laissez un j'aime pour honorer ces soldats de l'ombre, et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous décodez cette histoire avec nous aujourd'hui. Nous sommes en 1940, l'Europe est tombée, la France est occupée, la Grande-Bretagne est seule, son dos contre le mur. Et dans l'immensité grise de l'océan Atlantique, une bataille se joue, dont dépend le sort du monde. C'est la bataille de l'Atlantique. L'Angleterre, une île, ne survit que par un seul moyen, les convois. Des milliers de navires marchands, lents et vulnérables, qui lui apportent le pétrole du Texas, le blé du Canada, les chars d'Amérique. Si cette ligne de vie est coupée, l'Angleterre meurt de faim et de froid en moins de 6 mois. Et l'amiral Karl Dönitz, le chef de la flotte sous-marine allemande, U-Boote, est bien décidé à la couper. Dönitz a une arme terrifiante, le Wolfpack, la meute de loups. Ces U-Boots ne chassent pas seuls. Ils communiquent, ils se coordonnent, ils convergent comme des prédateurs sur leur proie. Un convoi de 60 navires peut être anéanti en une seule nuit. Mais comment font-ils? Comment des sous-marins, à des centaines de kilomètres les uns des autres, au milieu de l'océan, peuvent-ils se coordonner avec une telle précision? La réponse est une petite boîte en bois et en métal, une machine qui ressemble à une machine à écrire portable. Son nom, Enigma. L'Enigma est le joyau de la Wehrmacht. Chaque fois qu'un opérateur tape une lettre, un système complexe de rotors et de câbles la transforme en une autre lettre. Le nombre de combinaisons possibles n'est pas de 1000, ni d'1 million. Il est de 158 millions de millions de millions. C'est un chiffre si astronomique que le cerveau humain ne peut le concevoir. Les Allemands sont si confiants dans leur machine incassable qu'ils l'utilisent pour tout. Pour ordonner une attaque de Panzers en Russie, pour coordonner une escadrille de la Luftwaffe, et de manière fatale, pour que Dönitz puisse parler à ses U-Boots. Convoi HX-122 repéré à la grille 45B. Tous les loups convergés. Ce message, intercepté par les stations d'écoute britanniques, n'est qu'un charabia incompréhensible. C'est un bruit indéchiffrable. Et à cause de ce bruit, 300 000 tonnes de ravitaillement sont envoyées par le fond chaque mois. La Grande-Bretagne saigne à mort. C'est ici qu'interviennent nos héros anonymes. Pas à Londres, mais dans un lieu secret, si secret qu'il n'existe sur aucune carte, Bletchley Park, Station X. De l'extérieur, c'est un manoir victorien banal, entouré de cabanes en bois préfabriquées, les huttes. Mais à l'intérieur, c'est l'endroit le plus intelligent de la planète. L'amirauté britannique n'y a pas envoyé de soldats. Elle y a envoyé des excentriques, des professeurs d'université distraits, des champions d'échecs, des linguistes spécialisés en hiéroglyphes, des mathématiciens, et surtout, des femmes. Des milliers de femmes issues des meilleures universités, qui sont plus rapides et plus précises que n'importe quel homme pour le travail fastidieux de la cryptanalyse. C'est l'armée secrète, et leur commandant, dans la hutte 8, celle chargée de casser l'énigme navale, est un homme étrange, socialement inapte, qui porte parfois un masque à gaz parce qu'il est allergique au pollen. Son nom est Alan Turing. Turing et son équipe, des gens comme Dilly Knox, Johan Clark, Hugh Alexander, ne sont pas des héros de guerre. Ils sont des boffins, des intellos. Et ils sont confrontés à une machine qui les humilie chaque jour.
car l'énigma navale, utilisée par Dönitz, est la plus complexe de toutes. Elle utilise plus de rotors. Les réglages changent chaque jour, à minuit. Chaque jour, à minuit, Turing et son équipe se retrouvent face à un nouveau mur. La machine n'est pas cassée. Elle est incassable. Turing réalise qu'il ne peut pas battre la machine avec un cerveau humain. Il faut une machine pour battre une machine. Il conçoit une bombe, un monstre électromécanique de 2 mètres de haut, rempli de rotors qui tournent à toute vitesse, écoutant les messages codés pour y trouver une faille, un mot probable, comme Wetter, météo ou Heil Hitler. Mais même la bombe de Turing est impuissante face à l'énigma navale. Elle est trop complexe. Ils sont dans une impasse. L'Angleterre est en train de perdre la guerre, non pas sur le champ de bataille, mais dans la hutte 8. Ils ont besoin de quelque chose. Ils n'ont pas besoin de plus de cerveau. Ils ont besoin d'une erreur de l'ennemi. Ils ont besoin d'un pinch, d'une capture. Ils ont besoin de la machine cassée elle-même et de ses réglages. La chasse au pinch devint l'obsession la plus secrète et la plus désespérée de l'amirauté britannique. Il est facile pour un bofin dans une cabane de dire « Allez me chercher une machine Enigma ». C'est une autre affaire pour un marin, sur une mer déchaînée, de la capturer. Un sous-marin n'est pas un char que l'on peut immobiliser. Son seul but, s'il est découvert, est de couler le plus vite possible, emportant ses secrets avec lui. « Saborder le bateau » est le premier ordre que chaque commandant de U-boot apprend. L'amirauté lança l'opération Ruthless, impitoyable. L'idée était de déguiser un navire britannique en cargo marchand, de le laisser se faire torpiller, et pendant que le U-boot ferait surface pour achever l'équipage, une équipe de commandos cachés surgirait pour aborder le sous-marin. C'était un plan de roman, et il échoua lamentablement. Mais la chasse continua. Elle était menée par des hommes comme le capitaine Bulldog Walker, un homme de la Royal Navy, dur comme le granit, dont le seul but dans la vie était de tuer des U-boots. Walker et ses hommes de l'escorte groupe 3 n'étaient pas des intellos, ils étaient des chasseurs. Leur musique n'était pas celle de Bach, mais le ping. Ping. De l'asdic, le sonar, le son d'un marteau frappant la coque d'un U-boot. Ils passèrent des jours, dans des tempêtes arctiques, à traquer une seule ombre sous l'eau. Quand ils la trouvaient, ce n'était pas un jeu d'échecs, c'était une boucherie, les hedgehogs, hérissons, des mortiers qui explosaient au contact, et les grenades sous-marines qui faisaient trembler l'océan, forçaient les sous-marins à remonter, briser. Mais à chaque fois, ce fut le même scénario tragique. Le U-boot faisait surface, éventré, l'air sifflant de ses ballastes crevés. L'équipage allemand se déversait sur le pont, levant les mains, tandis que leur commandant ouvrait les vannes de sabordage. Avant que le navire britannique ne soit à 50 mètres, le U-boot glissait par l'arrière, emportant l'Enigma au fond de l'Atlantique. L'échec était constant. L'Angleterre continuait de saigner, jusqu'au 9 mai 1941. C'est le jour où la machine s'est vraiment cassée. L'escorte groupe du capitaine Walker, qui comprenait le destroyer HMS Bulldog, était en train de protéger le convoi OB-318. Ils repérèrent un U-boot, mais ce n'était pas n'importe lequel. C'était le U-110, commandé par l'un des plus grands as de Dönitz, le capitaine-lieutenant Fritz Julius Lemp. Lemp était un tueur. Mais ce jour-là, il commit une erreur. Il fut trop arrogant. Il s'approcha trop près et fut repéré. La charge de grenades sous-marines du Bulldog fut parfaite. L'explosion fut si violente qu'elle souleva le U-110. Lemp, son sous-marin en train de prendre l'eau, ses moteurs morts, son équipage en panique, n'eut qu'un seul choix, faire surface et se battre. Le U-110 émergea des flots comme une baleine blessée, son canon de pont crachant le feu. Le Bulldog ouvrit le feu à son tour, ses canons de 4 pouces déchiquetant le kiosque du U-boot. Lemp, voyant que tout était perdu, donna l'ordre fatal. Abandonnez le bateau. Saborder. L'équipage allemand sauta dans l'eau glacée. C'est à cet instant que le capitaine Walker prit la décision qui allait changer la guerre. La procédure standard était détruire l'ennemi. Il aurait dû couler le U-boot. Mais il vit quelque chose. Le sous-marin ne coulait pas assez vite. Les charges de sabordage n'avaient-y pas explosé. « Cessez le feu !» hurla-t-il sur le pont. « Équipe d'abordage, partez, maintenant !» C'était de la folie. Aborder un U-boot qui pouvait couler à tout moment, ou dont les charges de sabordage pouvaient exploser. Le sub-lieutenant David Balme, un jeune officier de 20 ans, fut le premier.
Lui et 8 marins sautèrent dans le canot de sauvetage et ramèrent comme des fous vers le U-boot qui s'enfonçait. Ils sautèrent sur le pont métallique glissant. Lemp, qui nageait à proximité, réalisa son erreur. Il réalisa que son U-boot et ses secrets allaient être capturés. Selon les témoins britanniques, il tenta de nager vers son sous-marin pour l'achever. Il ne l'atteignit jamais. Balm, son pistolet Webley à la main, se jeta dans l'écoutille du kiosque. Il descendit dans le noir. L'eau montait déjà, les lumières de secours rouges clignotaient. C'était un tombeau. Il arriva dans la salle radio. Et il la vit. Elle était là, l'Enigma, boulonnée à la table. Et dans un acte de négligence impardonnable de l'opérateur radio allemand, à côté d'elle, se trouvaient les livres de code, le Graal, les réglages pour les 2 prochains mois. Les Allemands avaient été si paniqués par les grenades qu'ils avaient oublié la procédure de destruction. La machine n'était pas seulement capturée, elle était livrée avec son mode d'emploi. Balm et ses hommes travaillèrent avec la fureur du désespoir, l'eau leur montant jusqu'à la taille. Ils dévissèrent la machine, prirent tous les livres, tous les papiers. Ils remontèrent, juste au moment où le U-110 donnait son dernier soupir avant de couler. L'opération avait coûté la vie de Lemp et de 14 de ses hommes. Mais David Balm, trempé et grelottant, remit au capitaine Walker une machine à écrire en bois et en métal. La machine cassée, l'arme secrète, venait de changer de camp. Le retour du HMS Bulldog à Scapa Flow ne fut pas une célébration. Ce fut l'opération de secret militaire la plus intense de la guerre. L'équipage du Bulldog reçut l'ordre de garder le silence absolu. L'énigma du U-110 et ses précieux livres de code ne furent pas envoyés à Londres. Ils furent placés dans un sac en toile lestée, confiés à un officier du renseignement naval qui n'existait sur aucun registre et conduits de nuit, dans une voiture banalisée, vers le sud, vers Bletchley Park. Quand le sac arriva à la Hut 8, il n'y eut pas de cérémonie. La porte de la cabane en bois fut verrouillée. Alan Turing, Johan Clark et Hugh Alexander se tenaient autour d'une table en bois brut. Ils ouvrirent le sac. L'odeur de l'eau de mer et du diesel du U-boot s'en dégagea. Ils virent la machine, son boîtier en chêne déjà marqué par le sel. Mais ce n'était pas la machine qui importait. C'étaient les livres, les Kengruppen et les Doppelbuchstaben. Les carnets de réglage que l'opérateur radio de Lemp, dans sa panique, avait oubliés. C'était le mode d'emploi de la machine incassable. Pendant des mois, l'équipe de Turing avait été aveugle. Ils avaient la bombe, ce monstre électromécanique. Mais ils devaient deviner un mot probable, un crib, pour amorcer la machine. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique. Mais maintenant, ils n'avaient plus besoin de deviner. Ils avaient les réglages de base pour le mois de juin. C'était la clé. Ils se mirent au travail. Le silence dans la Hut 8 était absolu, rompu seulement par le cliquetis mécanique de la bombe de Turing qui avait été reconfigurée avec les nouvelles informations. Les rotors tournaient, non plus au hasard, mais avec un but. Ils testaient les combinaisons, non pas par millions de millions, mais par milliers. Les femmes du WRAN, Women's Royal Naval Service, les mains anonymes de Bletchley, passaient des heures à brancher et débrancher des câbles, leurs doigts agiles exécutant les calculs vivants que la machine exigeait. Et puis, à 04h du matin, le 11 mai 1941, le cliquetis s'arrêta. La bombe avait trouvé une cohérence, un stop. Une des femmes du WRAN arracha la bande de papier et la porta à Turing. C'était une série de lettres, apparemment aléatoires. Turing la prit, ses mains tremblant légèrement. Il la rentra dans sa propre machine Enigma, configurée selon les réglages du U-110. Il tapa le carabia intercepté plus tôt dans la journée. Et sur la machine, les lettres suivantes s'allumèrent, une par une. A-N, K-O-N-V-O-I, H-X, 1, 2, 6, A-T, T-A-Q-U-E, A-U, C-A-R-R-E, 4, 5, D-O-E-N-I-T-Z. Attaquer le convoi HX 126 au carré 45 de Nitz. Le silence. Ce n'était plus du bruit. C'était de l'allemand. Ils avaient cassé la machine. La machine cassée, l'énigma du U-110, venait de leur donner les clés du cerveau de Karl Dönitz. Ils pouvaient entendre les meutes de loups chuchoter. C'était la plus grande victoire de la guerre. Et ce fut le début du plus grand dilemme moral de l'histoire. Le maréchal de l'air, Sir Charles Portal, et le chef du renseignement naval, l'amiral Godfrey,
fut reconvoqué à Bletchley Park. Ils virent le message décrypté. L'euphorie fut immédiate. « Magnifique !» s'exclama Godfrey. « Nous allons dérouter le HX-126. Nous allons envoyer des destroyers au carré 45 et couler cette meute de loups. Nous avons gagné la bataille de l'Atlantique. » C'est Alan Turing, le mathématicien socialement inapte, qui leva la main. « Non, dit-il, sa voix bégayant légèrement. Vous ne pouvez pas. »« Quoi ? De quoi parlez-vous, Turing ? C'est notre plus grand convoi. »« Précisément, dit Turing. Pensez comme l'ennemi. Dönitz sait que ce convoi arrive. Il a envoyé 10 U-boots pour l'intercepter. Si, soudainement, le convoi change de route sans raison apparente, que pensera Dönitz? Si, soudainement, une escadre de destroyers apparaît au milieu de l'océan, à un endroit où il n'y a aucune raison d'être, juste au-dessus de sa meute, que pensera-t-il? Le silence retomba. L'amiral Godfrey comprit. Il pensera. Mon Dieu. Il pensera qu'Enigma est compromise. Exactement, dit Turing. Il changera tout. Il ajoutera un rotor. Il changera les procédures. Et nous serons de retour dans le noir. Nous serons de retour en 1940. L'Angleterre mourra de faim. C'était la naissance de l'arme secrète la plus terrifiante de la guerre, le secret ultra. L'information tirée de la machine cassée était si précieuse qu'elle ne pouvait pas être utilisée. Pas visiblement. Alors, que faisons-nous, Turing? Demanda Portal, le visage gris. Nous laissons le convoi couler? Non, dit Turing. Nous devons cacher la façon dont nous avons obtenu l'information. Nous devons inventer une raison. Envoyez un avion de reconnaissance, un Catalina. Faites-le voler visiblement au-dessus du carré 45. Laissez les U-boots le voir. Laissez-les lui tirer dessus. L'avion rapportera la position de la meute de loups. Alors, vous pourrez dérouter le convoi. Les Allemands penseront que nous avons eu de la chance, qu'une patrouille aérienne a repéré la meute par hasard. Ils ne penseront jamais que nous étions en train de lire leur courrier. La machine cassée n'était pas une arme. Elle était devenue une contrainte. C'était la plus grande arme secrète de l'armée, mais une arme qui ne pouvait être utilisée qu'en chuchotant. L'amirauté devait maintenant décider. Quel navire sauver? Et quel navire? Laisser couler pour protéger le secret. La hutte 8 de Bletchley Park devint le centre névralgique du monde libre et l'endroit le plus angoissant sur Terre. Alan Turing et son équipe de cryptanalystes n'étaient plus de simples boffins. Ils étaient devenus des dieux cruels, lisant l'avenir, mais impuissants à le changer. Chaque jour, à minuit, lorsque les réglages allemands changeaient, la tension était insoutenable. L'équipe devait casser le code du jour avant 4 heures du matin. Si elle échouait, la journée serait aveugle. Si elle réussissait, la journée serait un enfer de choix impossibles. C'est Joanne Clark, la seule femme dans le cercle intérieur de Turing, qui dirigeait souvent cette course contre la montre. Elle n'était pas un soldat, elle était mathématicienne, mais elle se battait plus durement que n'importe quel commando. Son arme était un crayon et sa connaissance de la distribution de fréquences des lettres allemandes. Un jour, en juillet 1941, ils ont intercepté un message de Dönitz. Ce n'était pas une attaque, c'était une affectation. L'amiral allemand, frustré par la chance des patrouilles aériennes britanniques, avait décidé d'installer un point de ravitaillement secret en plein Atlantique, une vache à lait, un U-boot de ravitaillement, qui attendrait à un point précis pour ravitailler la meute de loups. Le message donnait les coordonnées exactes. C'était un cadeau du ciel. C'était l'opportunité de décapiter toute la meute d'un seul coup. Le message fut transmis à l'amirauté. La réponse de Churchill fut immédiate. Coulez-la. Mais Turing intervint à nouveau, soutenu par le chef du renseignement naval. Premier ministre, nous ne pouvons pas. Si nous envoyons une escadre de destroyers à ce point précis, au milieu de nulle part, Dönitz saura qu'Enigma est compromise. Il n'y a aucune chance possible pour une telle découverte. Nous devons le laisser partir. Churchill, dans une de ses fureurs légendaires, hurla au téléphone. Il exigeait une action. Alors, comment l'utilisons-nous, Turing? À quoi sert cette satanée machine cassée si ce n'est pas pour tuer l'ennemi? Elle sert à choisir, monsieur, répondit Turing, sa voix toujours calme. Nous devons le laisser ravitailler, mais nous lirons tous les messages de la meute. Nous saurons où ils vont chasser après s'être ravitaillés. Nous détournerons les convois importants. Mais pour que le secret tienne, nous devrons sacrifier les convois moins importants. Ce fut la décision la plus brutale de la guerre. Bletchley Park avait créé une commission de triage.
Un groupe d'hommes et de femmes anonymes, dans une cabane, qui lisaient les intercepts d'Ultra et décidaient, chaque nuit, qui allait vivre et qui allait mourir. Ils lisaient un message. Meute de loups ouest se dirige vers le convoi SC-42. Ils regardaient ensuite le manifeste du SC-42. Contenu: bois de construction, courrier, pièces détachées. Puis ils lisaient un autre message. Meute de loups sud se dirige vers le convoi de l'US-19. Ils regardèrent le manifeste. Contenu: 10 000 soldats, chars Sherman, carburant d'aviation. Ils ne pouvaient pas sauver les deux. S'ils détournaient les deux convois, Dönitz comprendrait. Alors, ils prenaient une décision. Un ordre était envoyé par chance, par une patrouille aérienne pour détourner le WS-19, le convoi de troupes. Le SC-42, lui, était laissé à son sort. Les femmes du Wren, dans la Hut 8, continuaient de décoder les messages du SC-42, même après l'avoir condamné. Elles lisaient, en temps réel, les appels à l'aide. Elles lisaient les messages de Lemp avant sa capture, ou d'autres as, décrivant leurs torpilles frappant les cargos. Cargo numéro 4, le SS Emporia, coulé. Cargo numéro 7, le Trekiev, en feu. Elles lisaient cela, leurs mains tremblant sur leur machine, sachant qu'elles auraient pu l'empêcher. C'était le prix du secret. La machine cassée n'était pas une arme, c'était un fardeau. Mais elle fonctionnait. Lentement, le taux de perte dans l'Atlantique commença à diminuer. Les convois importants passaient toujours. Les U-boots ne trouvaient que des convois sacrifiables. Dönitz était furieux, blâmant ses hommes, ses espions, mais jamais, jamais, sa précieuse Enigma. Il était aveuglé par sa propre arrogance technologique. La machine cassée du U-110 avait rendu les Alliés omniscients. Ils savaient tout. Quand Rommel arriva en Afrique du Nord, l'Enigma de l'armée de l'air, cassée par d'autres moyens, permit à la RAF de savoir exactement où et quand ces navires de ravitaillement italiens passeraient. La Royal Navy les coulait. Rommel manquait de carburant. Il perdit à El Alamein, non pas parce que Montgomery était un génie, mais parce que Turing lisait son courrier. Avant le jour J, en 1944, Bletchley Park lisait les messages personnels des généraux allemands en France. Il savait que Hitler avait avalé l'intoxication de l'opération Fortitude. Il savait que les Allemands attendaient le débarquement au pas de Calais, et non en Normandie. La plus grande invasion de l'histoire fut lancée sur la base d'une certitude absolue, fournie par cette machine cassée. Mai 1945. L'Allemagne nazie capitule sans condition. L'amiral Karl Dönitz, qui a succédé à Hitler dans les derniers jours du Reich, signe la reddition. Son dernier message à ses U-boots, le message qui met fin à la bataille de l'Atlantique, est envoyé via Enigma. Et il est lu à Bletchley Park, en clair, avant même d'atteindre la plupart de ses sous-marins. La guerre est finie. La victoire est totale. Et le silence tombe sur Bletchley Park. Mais ce n'est pas un silence de célébration, c'est le silence du secret. L'arme la plus puissante de la guerre, l'information ultra tirée de la machine cassée, doit maintenant être enterrée. Le gouvernement britannique, réalisant que la prochaine guerre, la guerre froide, se jouera aussi sur le renseignement, prend une décision aussi brutale que celle de sacrifier un convoi. Bletchley Park n'a jamais existé. L'ordre est donné, détruisez tout. Les bombes de Turing, ces monstres électromécaniques qui avaient sauvé le monde, furent démontés pièce par pièce, leurs rotors brisés, leurs câbles coupés. Les milliers de carnets, les millions de feuilles de décryptage furent incinérés dans un immense brasier qui brûla pendant des jours. Les 10 000 personnes qui y avaient travaillé, les mathématiciens, les linguistes, les femmes du Wren, furent convoquées une dernière fois. Elles n'ont pas reçu de médaille. Elles n'ont pas participé au défilé de la victoire. Elles ont dû signer l'Official Secret Act, un document leur interdisant, sous peine de trahison et de prison à vie, de jamais parler de ce qu'elles avaient fait. Elles ne pouvaient pas le dire à leur mari, elles ne pouvaient pas le dire à leurs enfants. Elles devaient rentrer chez elles et prétendre qu'elles avaient passé la guerre à taper à la machine dans un bureau ennuyeux du ministère de l'Agriculture. L'armée secrète, l'armée qui avait gagné la guerre, fut dissoute dans l'anonymat. David Balme, le jeune lieutenant qui avait abordé le U-110 et capturé la machine, fut décoré de la Distinguished Service Cross, mais la citation était vague, mentionnant simplement « bravoure et initiative » lors d'une patrouille. Alan Turing,
le cerveau qui avait cassé l'incassable, l'homme qui avait, plus que tout autre, raccourci la guerre de 2 ans et sauvé des millions de vies. Son histoire fut la plus tragique. En 1952, il fut arrêté, non pas pour ses services, mais pour son homosexualité, alors considérée comme un crime. Humilié, contraint à la castration chimique par le gouvernement même qui l'avait sauvé, il se suicida en 1954. La machine cassée avait été sauvée par un génie, et le monde avait brisé ce génie en retour. Pendant 30 ans, l'histoire n'a pas existé. Les historiens ont écrit des livres entiers sur la bataille de l'Atlantique, s'émerveillant de la chance incroyable des patrouilles aériennes britanniques et des erreurs inexplicables de Dönitz. Ce n'est que dans les années 1970, lorsque les documents furent enfin déclassifiés, que le monde a appris la vérité. La vérité sur Bletchley Park, la vérité sur Ultra, et la vérité sur la machine cassée. La plus grande arme secrète de l'armée n'était pas un canon. C'était l'intelligence. C'était le courage d'hommes comme David Balme qui ont capturé l'impossible. Et c'était le sacrifice silencieux de milliers de mains anonymes. Ces femmes et ces hommes dans des cabanes en bois, qui ont lu l'avenir et accepté le fardeau moral de choisir qui devait vivre et qui devait mourir, pour que le monde, lui, puisse vivre libre.